Bonjour à tous, bienvenue au webinaire organisé par l'association régionale Grand Est Santé Travail. Nous excusons pour ce retard, nous avions eu quelques petits soucis de dernière minute, mais tout est résolu, nous sommes là et nous sommes heureux d'être parmi vous. Aujourd'hui, l'objectif, un webinaire centralisé sur le risque routier, comprendre, évaluer pour mieux agir. Je propose qu'on fasse un petit tour de table. Je suis accompagnée de 7 experts. Donc, dans un premier temps, nous avons Madame Nelly Concu. Bonjour. Du service de l'AGESTRA. Ensuite, nous avons Cécilia Grimaud, docteur médecin du travail. Bonjour à tous. Aurore Klaus de l'AST 67. Bonjour. Monsieur Sylvain Fonti. Bonjour. Et nous avons la chance d'accueillir en partenariat pour représentant l'association de prévention routière, Monsieur Michel Rich. Voilà, bonjour à tous. Et enfin, en backstage, nous avons Aurélie Yegel du GASBT qui répondra à vos questions. Je me présente, je suis Charlotte Barré, en charge de la communication et de la qualité santé au travail. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. On a environ 300 personnes. Je propose que nous nous installions confortablement, que nous prenions un café ou un thé. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mai. C'est le risque routier, comprendre, évaluer pour mieux agir. C'est le 140e jour de l'année. C'est l'anniversaire de la mort de Christophe Colomb. On va bientôt commencer. On profite de ces petits instants pour que tout le monde puisse se connecter. C'est vraiment une expérience très enrichissante pour Grand Est Santé Travail d'être en partenariat avec l'association de la prévention routière. Nous tenons à remercier vivement Monsieur Rich qui s'associe à nous pour aujourd'hui. Encore merci, Monsieur Rich. De rien, c'est un plaisir d'être présent et de pouvoir communiquer sur cette thématique. Bon, et ben c'est super. Le plaisir est partagé. On va bientôt commencer. On attend 2-3 minutes que les dernières personnes puissent se connecter librement à la plateforme. On vous invite à mettre la présentation en plein écran. Sur la partie droite de votre écran, vous trouverez la partie des questions. Et nous y répondrons au fil du webinaire et en fin de webinaire. Je propose qu'on commence doucement. Il est 14h12. On va se lancer. Donc, le risque routier, comprendre, évaluer pour mieux agir. Quels sont les objectifs de ce webinaire ? Merci Charlotte pour cette introduction. Donc pour débuter ce webinaire, je vais vous présenter les différents objectifs. Donc il s'agit donc de vous sensibiliser à la prévention du risque routier professionnel. Nous allons pour cela aborder ensemble l'impact que peuvent avoir certains facteurs sur le risque d'accident, comme l'alcool, la drogue ou encore la vitesse. Donc pour ce webinaire, nous avons choisi d'axer notre présentation sur le risque d'accident. Donc pour faire le lien avec la semaine de la sécurité routière au travail. Donc pour autant, il faut savoir qu'il existe d'autres risques pour vos salariés. On va penser par exemple aux vibrations, aux risques liés aux postures. Ces risques ne seront pas abordés aujourd'hui. Donc le but est donc que chacun puisse prendre conscience de son attitude au volant. Donc les accidents routiers, nous le verrons juste après, peuvent avoir de graves conséquences sur la santé et la sécurité du conducteur, mais aussi sur celle des tiers. Nous vous donnerons bien sûr des conseils pour vous permettre de mettre en place une meilleure prévention routière. Donc le risque routier, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit d'un risque professionnel à part entière qui constitue la première cause de décès au travail. Donc anticiper ce risque, c'est une façon d'éviter les conséquences dramatiques que peuvent avoir les accidents pour les salariés. Donc on parle de décès, mais ça peut aussi engendrer des blessures très graves, mais aussi pour l'entreprise en elle-même. Les accidents peuvent avoir des coûts directs et indirects. Alors, donc, avant d'entrer pleinement dans le cœur du sujet, nous vous proposons de voir ensemble quelques chiffres. Donc vous avez déjà pu avoir un aperçu sur l'invitation de ce webinaire. Donc le risque routier, comme il a été déjà dit précédemment, donc c'est la première cause d'accident mortel lié au travail. Il représente environ 40% des décès.
Alors 290, c'est justement le nombre de décès qu'il y a eu sur la route dans le cadre du travail en 2019, et c'est un chiffre qui concerne le régime général. Donc cette même année, il s'est produit pas moins de 55 000 accidents du travail ou de trajet, ce qui représente plus de 4,5 millions de journées d'arrêt de travail. Donc pour se donner une idée, cela équivaut à environ 17 000 salariés qui seraient en arrêt toute une année, ou c'est une moyenne de 77 jours d'arrêt par accident. Donc c'est un risque qui représente un coût important pour les entreprises. Malgré tout, on constate que c'est un risque qui est le plus souvent sous-évalué. En effet, sur un sondage IFOP en 2020, il s'avère que 78% des dirigeants ignorent que les accidents de la route sont la première cause de décès au travail, et seuls 34% des dirigeants déclarent avoir mentionné ce risque dans leur document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc voilà pour les statistiques, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur Fontier, pour cette mise en lumière. Donc, ce webinaire va durer à peu près une petite heure. Vous pourrez le librement en replay sur le site de l'association Grand Est Santé Travail. Le webinaire va être structuré de cette façon, en différentes parties. Dans une première partie, nous allons voir l'inventaire des risques. En second temps, nous verrons les différents types d'accidents. Nous verrons en quoi le risque routier, on est tous concernés. Nous verrons, vous, en tant qu'employeur et pour vos salariés, les obligations réglementaires. Nous aborderons le rôle essentiel des services de santé au travail avec des conseils en prévention. Comme je vous l'ai dit en préambule, nous accueillons M. Ries, qui nous fera part d'un témoignage fait en association avec le service de l'AST 67. Pour conclure, nous engagerons la charte des 7 engagements avant d'amorcer vos questions. N'hésitez pas à utiliser la partie questions qui est sur le côté, comme je vous l'ai dit. On est vraiment là pour vous, c'est un lieu d'échange. Et voilà, on répondra soit en instantané et ou en fin de webinaire. Donc, amorçons la première partie, l'inventaire des risques. Docteur Grimaud, c'est à vous. Merci Madame Barré, bonjour à tous. Alors avant de s'attarder plus spécifiquement sur les risques que vous voyez affichés sur cette diaporama, je vous rappelle un rappel essentiel sur l'utilisation du téléphone au volant, hein, qui est responsable d'un accident corporel sur 10 quand même. Quand vous lisez un SMS, vous quittez la route des yeux en environ 5 secondes et quand vous téléphonez, vous encodez entre 30 et 50% d'informations de la route en moins. Donc, le téléphone est un élément distractif qui peut s'associer à une augmentation de la vitesse de conduite en cas de pression de temps, par exemple, pour aller chez un client. La vitesse augmente la distance d'arrêt, puisqu'à 100 km/h, on estime qu'il faut à peu près 80 mètres pour s'arrêter en voiture et 100 mètres en moto. La vitesse diminue aussi le champ visuel, puisqu'à 100 km/h, on voit à peu près à 45 degrés devant nous. Donc, faites le test. 45 degrés, c'est un demi-angle droit. Essayez de marcher avec des œillères comme ça et ensuite imaginez que vous allez à 100 km/h. On n'est pas très à l'aise quand même. Donc, on fera un petit point sur les stupéfiants, l'alcool, les médicaments, troubles du sommeil et certaines pathologies qui sont considérées comme des facteurs de risque d'accident de la route. Alors, l'alcool est responsable d'à peu près 30% des accidents de la voie publique mortels. La conduite sous l'emprise de stupéfiants peut être sanctionnée au maximum d'un retrait de 6 points sur votre permis, de 2 ans de prison et de 4 500 € d'amende. Si on rajoute à ça la consommation d'alcool, on va jusqu'à 3 ans de prison et 9 000 € d'amende. Et si en plus c'est un salarié d'une entreprise de transport de voyageurs, c'est 5 ans de prison et jusqu'à 75 000 € d'amende. Conduire sous l'effet du cannabis double le risque d'avoir un accident mortel et la synergie cannabis plus alcool augmente le risque d'accident de la route mortel entre 15 et 30 à peu près. Environ 7% des conducteurs impliqués dans un accident mortel sont positifs au cannabis et parmi eux, 3% le sont également à l'alcool. En cas d'accident qui entraîne des blessures ou un décès, on peut aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende, avec en plus une interdiction définitive ou non à l'accès au maintien dans une profession du transport. Un petit rappel sur les effets des stupéfiants qui agissent directement sur le cerveau, puisque un seul joint peut modifier la vigilance pendant 24 heures.
On a des effets recherchés à cette consommation de stupéfiants, hein, une recherche de relaxation, d'euphorie, facilitation du contact social, une sensation de flottement. Mais il y a aussi des effets non recherchés, hein, les troubles anxieux, les troubles paniques, les bad trips, les bouffées délirantes aiguës, certaines hallucinations, etc. Tout ça peut entraîner des risques de dommages physiques, psychologiques ou sociaux pour l'usager, ses proches et son environnement, dont les autres usagers de la voie publique, hein, n'est-ce pas? Un petit focus sur les médicaments, hein, puisque certains peuvent avoir des effets sur la vigilance et donc sur la conduite. Il suffit de se référer sur les boîtes de médicaments au fameux pictogramme de vigilance, hein. Le pictogramme jaune correspond aux médicaments de premier niveau de précaution sans contre-indication stricte. Le pictogramme orange, c'est les médicaments de deuxième niveau de précaution dont la prise est contre-indiquée pour les conducteurs professionnels. Et le pictogramme rouge, enfin, concerne les médicaments strictement incompatibles avec la conduite d'un véhicule. Quelques conseils généraux, hein, sur ces médicaments incriminés. Il faut rechercher les pictogrammes sur les boîtes de vos médicaments, lire les notices, demander conseil à votre médecin en cas de doute et surtout, éviter l'automédication, l'arrêt d'un traitement sans précaution et la synergie avec une consommation d'alcool qui peut augmenter le risque d'accident, hein, puisque de nombreux médicaments peuvent être en lien avec des troubles de la vigilance sur la route, notamment les benzodiazépines, hein, essentiellement, et autres anxiolytiques, anticonvulsivants, somnifères, évidemment, et antihistaminiques. Vous savez que la conduite nécessite une vigilance permanente, hein, pour avoir un bon état d'éveil, une bonne attention, adopter les bons réflexes et prendre les bonnes décisions. De façon physiologique, cette vigilance varie naturellement au cours de la journée, avec un décalage de cette fameuse courbe, hein, selon qu'on soit d'un chronotype du matin ou du soir ou pas du tout. Là, vous voyez sur cette courbe les fluctuations naturelles au cours de la journée, avec un creux après le déjeuner, hein, le fameux coup de barre postprandial. Les intérêts du sommeil, hein, bien sûr, récupérer de la fatigue physique de la période d'éveil, régénérer l'énergie, renforcer les défenses immunitaires, évacuer le stress et faire le tri dans les informations à encoder de la journée. Sachez qu'il existe des pathologies spécifiques du sommeil, hein, comme l'hypersomnie idiopathique ou la narcolepsie, mais surtout essentiellement l'apnée du sommeil qui concerne 5% de la population quand même et qui peut être responsable d'une somnolence diurne, donc de journée. Certains facteurs peuvent entraîner des perturbations du sommeil, hein, un état de stress, d'anxiété, des migraines, des douleurs, des médicaments et le travail en horaire décalé qui induit une perturbation du rythme naturel veille-sommeil et une accumulation de dettes de sommeil chroniques. Les conséquences d'un mauvais sommeil sont un risque de somnolence, de baisse de vigilance, diminution du temps de réaction, une fatigue chronique qui peuvent être des risques, hein, pour la conduite d'un véhicule. On peut avoir aussi une irritabilité, des troubles de l'humeur. Ça augmente les risques aussi d'obésité, de diabète, d'hypertension artérielle qui sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Et on a aussi une diminution du seuil de tolérance à la douleur, hein. Plus on est fatigué, plus on a facilement mal. On estime que la dette de sommeil peut être considérée comme accidentogène au même titre que l'alcool, dans le sens où une période d'éveil de 18 heures consécutives peut être considérée comme une alcoolémie ressentie de 0,5 g par litre. Un sommeil limité à 5 heures la nuit avant un départ en voiture augmente le risque d'accident de 3 aussi. Certaines pathologies sont incompatibles avec la conduite, hein, avec des contre-indications absolues, par exemple certaines pathologies cardiovasculaires symptomatiques qui peuvent entraîner des malaises, des troubles du sommeil persistants malgré le traitement, des addictions, des troubles de la vue sévères, des handicaps moteurs importants sans possibilité d'aménagement technique du poste de conduite, des troubles de la coordination, une démence, une psychose. Certaines pathologies dont la liste est précisée par l'arrêté du 16 décembre 2017 nécessitent un avis spécialisé quant à l'aptitude à la conduite, hein, qui peut être soumise à certaines conditions. Et dans certains cas, la délivrance ou le maintien du permis de conduire peut être soumis à l'avis d'un médecin agréé, voire de la commission préfectorale du permis de conduire. Merci, docteur, pour cet inventaire des risques.
Je propose que nous focalisions sur les différents types d'accidents. Donc, il en existe 2 et je vais laisser la parole à Madame Fabrice. Oui, alors il nous a semblé nécessaire de différencier 2 types d'accidents, notamment en termes d'imputabilité à l'employeur, hein, parce que ce sont des questions qui reviennent souvent lors de nos interventions en entreprise. Donc, nous avons donc 2 types d'accidents différents. Sur la gauche, vous voyez l'accident de mission. L'accident de mission, c'est un accident qui va avoir lieu à l'occasion d'un déplacement qui va être nécessaire à l'exécution du travail. Par exemple, le commercial qui va faire du démarchage ou des mesures, ou le livreur, le chauffeur poids lourd, etc. C'est considéré comme un accident du travail, hein, au titre de l'article du Code de la sécurité sociale, donc le L411-1. Et il faut savoir qu'il y a une responsabilité pénale du collaborateur qui va être engagé en cas d'infraction au code de la route ou d'accident corporel, hein, que ce soit des renversements de piétons, un conducteur en face qui peut être blessé, un cycliste, etc. Et ce qui est en règle générale moins connu, c'est qu'il y a également une responsabilité pénale et civile de l'employeur qui peut être engagée s'il est établi un manque de prévention de sa part à l'origine d'un accident de la route. Alors, en premier, l'employeur pense toujours à un défaut d'entretien des véhicules, hein, ce qui peut être vrai, mais cela peut aussi prendre en compte une charge de travail excessive, par exemple, ou une absence de pause comprise dans le temps de travail lors de la conduite. Il y a ensuite donc le deuxième type d'accident qui va être l'accident de trajet. L'accident de trajet, il va se produire à l'occasion d'un déplacement entre le domicile et le lieu de travail ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration habituel. Donc ça, c'est quel que soit le véhicule, hein, on pense souvent à la voiture, mais ça peut être le transport en commun, ça peut être à pied, ça peut être en trottinette, en vélo, etc. Cet accident-là, la loi va l'assimiler à un accident du travail au titre de l'article du même article, mais à l'alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Mais du fait que sa nature est non professionnelle, à ce moment-là, la prévention du risque trajet, elle ne va pas dépendre d'une obligation légale pour l'employeur. Par contre, il y a une réelle importance pour l'employeur de mettre en œuvre un plan de prévention par rapport à ce risque routier. Et ça doit vraiment être une volonté qui doit être partagée entre l'employeur et les salariés. Il faut qu'il y ait vraiment une double conscience du risque. Et il faut savoir aussi, on voulait revenir, alors c'est très rapide, le petit point sur la tarification de l'accident de trajet. Donc, pour rappel, pour les employeurs, le taux de cotisation accident de travail, maladie professionnelle, il est fait par la CARSAT, il est calculé en fonction de diverses choses, hein, l'activité principale, la taille de l'établissement, le secteur d'activité, la fréquence, la gravité des sinistres survenus. Donc, les accidents de trajet, ils ne sont pas imputés au compte employeur directement. Par contre, les accidents de mission, oui. Donc, les accidents de trajet, eux, ils vont faire l'objet d'une majoration possible du taux de cotisation. Et les accidents de mission, ils vont être imputables au même titre qu'un accident de travail qui a eu lieu sur le lieu de l'entreprise, par exemple. Merci Aurore pour cette explication et ces différentes variantes. Le risque routier, on est tous concernés. Hein, donc, comme on a pu le voir, on va, par l'intermédiaire de M. Fonti, voir tous les détails et tous les points qu'on peut rencontrer dans notre vie quotidienne. M. Fonti, c'est à vous. Oui, donc comme vient de vous dire Madame Barret, donc tout le monde est concerné par le risque routier. Donc on pense naturellement aux salariés pour qui la conduite est la tâche principale de travail. Donc on va citer par exemple les chauffeurs poids lourds, les chauffeurs de taxi, de bus ou encore les livreurs. Il s'ajoute également donc tous les salariés qui doivent se déplacer fréquemment dans le cadre de leur mission. Donc par exemple le professionnel du bâtiment qui va devoir se déplacer sur un chantier, ou bien le commercial qui va rendre visite à son client. Mais ce n'est pas tout, il faut donc pas oublier les salariés qui se rendent chaque matin sur leur lieu de travail ou qui se rendent sur leur lieu de restauration habituel le midi. Donc pour cette catégorie, on va bien sûr inclure tout moyen de déplacement, donc que ce soit le véhicule personnel ou encore ceux qui vont utiliser des 2 roues, hein, comme les trottinettes électriques par exemple. Et pour finir, il faut bien sûr ne pas oublier les piétons. Donc en résumé, je vous le répète encore une fois, tous les salariés sont concernés par le risque routier. Juste pour rebondir sur les définitions précédentes, donc les 2 premiers points donc, vont concerner la population qui
qui sont concernés par le risque de mission. Et le dernier point représente le risque de trajet. Merci beaucoup, Monsieur Fonti. En tant qu'employeur ou en tant que salarié, chacun a des obligations réglementaires. Monsieur Fonti, c'est à vous. Donc, nous allons commencer par les salariés d'abord. Donc, en premier lieu, il s'agit bien sûr de respecter le code de la route. Le salarié qui conduit un véhicule de son entreprise pendant son temps de travail est considéré sur la voie publique comme tout autre conducteur, et c'est sur lui que va donc peser l'obligation de respecter les règles de conduite du code de la route. Donc, par exemple, l'interdiction de téléphoner au volant, les limitations de vitesse, ou encore le port de la ceinture de sécurité. Donc ensuite, bien qu'il n'y ait pas d'obligation légale de prévenir son employeur, un salarié qui continuerait d'utiliser un véhicule de l'entreprise après une suspension ou annulation de son permis commettrait une faute que l'employeur serait en droit de sanctionner. Donc il vaut mieux l'avertir dès que possible. D'ailleurs, certains contrats de travail ou notes de service peuvent par exemple imposer au conducteur d'informer immédiatement l'entreprise. Bien sûr, il faut respecter également les temps de pause. Donc, c'est notamment vrai pour les salariés qui travaillent dans le secteur de transport de marchandises, dont les temps de pause sont définis par la réglementation sociale européenne. Donc, voilà pour les obligations du salarié. On va maintenant passer au côté employeur. Donc, il n'y a pas de disposition spécifique concernant le risque routier. Par contre, comme cela a été dit dans l'introduction, le risque routier est un risque professionnel comme un autre. Il entre donc dans le cadre de l'obligation générale de sécurité qui est citée dans le Code du travail. Donc l'employeur va donc devoir évaluer ce risque routier auquel sont exposés ses salariés, mettre en œuvre des plans de prévention et bien sûr retranscrire le résultat de l'évaluation dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc pour le risque routier, l'évaluation du risque, ça va entre autres consister à faire un état des lieux des différents déplacements, faire un inventaire des types et des caractéristiques des véhicules, ou encore analyser l'organisation des déplacements. Donc, concernant les autres obligations, on va trouver également la mise à disposition et l'entretien des véhicules. Donc, en effet, il va falloir mettre à disposition des salariés des véhicules adaptés aux besoins et aussi aux missions, et également doter des équipements de sécurité adéquats. Il faudra aussi, bien sûr, maintenir en état ces véhicules en procédant à l'entretien et au contrôle technique régulier. Donc, par contre, avant de confier aux salariés la conduite d'un véhicule, l'entreprise va quand même devoir s'assurer que celui-ci est en possession d'un permis de conduire valide et qui correspond au véhicule qui lui est confié. Donc, pour cela, l'employeur a tout à fait le droit de demander à ce que le salarié lui présente l'original de son permis, donc que ce soit au moment de l'embauche ou de façon périodique. Donc on parle ici de l'original, hein, parce que c'est vrai que accepter une copie sans avoir vu le document n'est pas forcément conseillé. Donc il y a aussi depuis la fin de l'année 2016 l'obligation de dénoncer un salarié qui aurait commis une infraction. Donc cela implique dans ce cas de savoir en permanence qui est au volant de quel véhicule. Donc on pensera également à programmer les visites médicales. Hein. Donc, par exemple, pour les chauffeurs, ça va être une périodicité de 2 ans maximum. Et enfin, au niveau protocole de sécurité, donc principalement pour les entreprises de transport, donc ça va contenir des mesures de sécurité particulières pour les opérations de chargement-déchargement. Donc voilà. On va juste faire un petit point donc sur la responsabilité de l'employeur. Donc Aurore vous a déjà un petit peu parlé. Donc la responsabilité civile peut être engagée. Donc dans le cas d'un accident de la route qui a causé des dommages matériels ou corporels à un tiers, l'article 1384 du Code civil va faire peser sur l'employeur l'obligation de réparer les dommages. Donc concrètement, dans ce cas, la responsabilité est couverte par l'assureur du véhicule,
Néanmoins, en cas de sinistre régulier, l'employeur pourra avoir sa cotisation augmentée ou même éprouver des difficultés pour se faire assurer. En termes de responsabilité pénale, elle pourra aussi être engagée en cas de défaut de mesures de prévention. Donc les défauts d'entretien, bien sûr, hein, si on laisse conduire son salarié avec des pneus lisses, par exemple, ou encore pour des problèmes d'organisation. Une tournée, par exemple, trop chargée pour inciter les salariés à adopter une conduite dangereuse ou bien à ne pas respecter les temps de pause. On va parler ici de faute inexcusable de l'employeur. Voilà, donc je redonne la parole à Madame Barré. Merci, M. Fonti, pour ce focus sur les obligations réglementaires d'un point de vue salarié et employeur. Je propose que Mme Concu vous présente les conseils en prévention qu'un service de santé au travail peut vous proposer. C'est à vous. Merci. Donc, pour ma part, je vais aborder les différents conseils que l'on peut donner donc, aux salariés. Donc, déjà, avant de prendre la route, vérifiez votre véhicule et son contenu. Donc, contrôlez vos clignotants, vos freins, la pression et l'état de vos pneus. À savoir que vos pneus doivent être bien gonflés, surtout si vous roulez à une vitesse soutenue et que votre coffre de voiture est chargé. Votre véhicule doit contenir des ampoules donc pour vos feux, une roue de secours, une trousse de secours avec une couverture de survie, un gilet haute visibilité et un triangle de présignalisation. Prévoir également les équipements qui peuvent tout changer le moment venu, c'est-à-dire des trucs tout simples comme une bouteille d'eau, des lunettes de soleil, une bombe anti-givre, une raclette, des chaînes, voilà. Pour la petite histoire, concernant la bouteille d'eau, ça me fait penser au fait d'éviter de rouler avec la vessie pleine, parce qu'en fait, tout choc violent avec une vessie pleine peut entraîner en fait sa rupture. Ensuite, pour une visibilité optimale, assurez-vous que vos phares et vos rétroviseurs sont propres, bien réglés et qu'ils sont en état de fonctionnement. Également que votre pare-brise soit propre et que vous disposiez d'assez de lave-glace. Vérifiez également l'efficacité des essuie-glaces. Ensuite, le manque d'acuité visuelle est un danger au volant. Pensez à faire contrôler votre vue régulièrement. Donc, il faut savoir qu'il faut 5 dixièmes d'acuité visuelle minimum pour les 2 yeux pour conduire un véhicule léger. Pour les permis poids lourds, il faut minimum 8 dixièmes d'acuité visuelle pour le meilleur œil et minimum 1 dixième pour l'œil le moins bon. Donc, lors de la visite en santé au travail, la vue est évaluée et l'orientation vers un ophtalmo peut être proposée. Ensuite, la fatigue, c'est l'ennemi de la conduite également. Donc, faites des pauses toutes les 2 heures pour éviter la somnolence et profitez-en pour marcher, vous hydrater et vous étirer. Un petit rappel aussi concernant la responsabilité, le conducteur est responsable de ses actes au volant, donc il est redevable de ses contraventions. Alors, quelques petits rappels rapides de bonne conduite. Donc, le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Conservez également les 2 mains sur le volant, respectez les limitations de vitesse et maintenez vos distances de sécurité. La consommation de médicaments est susceptible, comme on l'a dit tout à l'heure, d'altérer la capacité de conduite ou le comportement des conducteurs si la nature ou les quantités absorbées entraînent un risque pour la conduite. Les médicaments sont classés en 3 niveaux de dangerosité pour la conduite, donc ils sont identifiables par les pictogrammes. Je ne reviendrai pas dessus, on en a parlé au départ. Il y a simplement le niveau jaune, orange et rouge. Voilà. Ensuite, la prise de benzodiazépines ou apparentés, donc c'est-à-dire les anxiolytiques ou les hypnotiques, et les antidépresseurs augmentent significativement le risque d'être responsable d'un accident de la route, en particulier aux étapes clés d'initiation ou de modification du traitement. C'est là qu'il faut être le plus vigilant. Aucune substance également psychoactive, donc ni le cannabis, ni l'ecstasy, n'est compatible avec la conduite d'un véhicule en raison de leurs effets. Donc, somnolence, modification de la perception visuelle, diminution des réflexes, et puis également leur consommation est interdite par la loi.
La somnolence excessive, aussi non traitée ou persistante, représente une incompatibilité à la conduite. Ensuite, dès les premiers signes que vous voyez sur le petit schéma ou notés dans les petits, au niveau de la baisse de vigilance, la somnolence et la fatigue, dès ces premiers signes, il faut vous arrêter. Donc, par exemple, si vous avez les yeux qui picotent, des difficultés à vous concentrer, des raideurs dans la nuque, des bâillements répétés, des besoins incessants de changer de position, des fourmillements dans les jambes, vous avez des difficultés à maintenir une vitesse constante, vous portez une inattention à la signalisation ou au trafic, vous avez des périodes d'absence. Dans tous ces cas-là, il faut penser à vous arrêter. Ces premiers signes, en fait, même s'il vous reste peu de kilomètres à parcourir, il faut penser à vous arrêter. Alors ensuite, pour terminer ma partie, vous avez donc un schéma récapitulatif en fait des différents problématiques ou situations que vous devez aborder avec un professionnel de santé. Donc, pensez à aborder de toute façon le risque routier, donc principalement en cas, par exemple, d'opération, de prise de traitement, en cas de fatigue chronique, de vertige, par exemple. Il faut penser à aborder en fait le risque routier à chaque fois auprès d'un professionnel de santé, peu importe le professionnel de santé, que ce soit votre médecin traitant, un professionnel de santé au travail, votre pharmacien. Voilà, pensez à aborder ce sujet si vous êtes concerné par le risque routier. Et moi, je vais donc reprendre la main sur le focus employeur. Alors, qu'est-ce que l'employeur doit faire pour prévenir les risques et le risque routier? Dans un premier temps, et on l'a déjà dit, mais on le répète, s'assurer que le salarié conducteur possède un permis en cours de validité, c'est très important et c'est la première chose à s'assurer. Ensuite, il va falloir équiper en sécurité les véhicules. Alors, il y a certains équipements qui vont entrer dans la prévention de l'accident. L'ABS pour éviter le blocage des roues en cas de freinage d'urgence, l'ESP pour la correction de trajectoire, le régulateur de vitesse pour les gens qui font régulièrement la conduite sur autoroute, les pneus neige, etc. D'autres vont regrouper plutôt des systèmes qui en limitent les conséquences, les ceintures de sécurité, les airbags, les barres de protection renforcées pour les véhicules utilitaires, par exemple. Et ensuite, vous avez certains équipements qui vont être nécessaires en cas d'accident. Le gilet de sécurité, comme on l'a dit avant, un triangle de signalisation, la petite trousse de secours qui peut servir aussi en cas de besoin. Ensuite, il va forcément falloir choisir un véhicule qui va être adapté aux missions qui vont être confiées aux salariés. Donc, effectivement, quand vous avez un salarié qui doit emmener énormément d'équipements, mieux privilégier un véhicule utilitaire qu'une voiture classique. Il faut savoir que la position de conduite, l'ergonomie des véhicules, ça peut engendrer des douleurs, que ce soit lombaire, cervicale, sciatique, etc. Donc, parfois, privilégier des véhicules qui sont plus hauts plutôt que trop bas, etc. Selon aussi vos salariés, etc. Ensuite, il va falloir penser à aménager le véhicule pour transporter les charges en toute sécurité. Le véhicule, il doit vraiment être adapté, donc on va penser vraiment à arrimer les charges dans le véhicule. Si on utilise un véhicule utilitaire, il faut vraiment séparer la zone de conduite de la zone de stockage par une cloison. On va aussi aménager son espace de stockage à l'arrière du véhicule, par exemple, avec des tiroirs, avec des verrouillages, des sangles, des rails, des points d'ancrage, etc. Ou des systèmes de fixation. Et il faut savoir que quand on a un accident de la route, toute charge qui n'est pas arrimée peut se transformer en projectile. Donc, c'est vraiment important de ne pas poser, par exemple, on le fait tous dans notre quotidien, de poser des trucs hyper lourds dans la voiture sur le siège arrière. C'est pas génial parce que ça peut se transformer en projectile si vous avez un accident de la route. Faut savoir pour les professionnels qui utilisent des véhicules utilitaires, l'INRS a publié un petit dépliant il y a quelques années, donc c'est l'ED 6046 sur comment choisir son véhicule utilitaire. Vous retrouvez ce lien-là en bibliographie si jamais vous en avez besoin. Ensuite, il va falloir penser aussi à organiser au mieux les déplacements. Alors ça, je dirais que c'est même le plus important. Il va falloir planifier les itinéraires de vos salariés en incluant les temps de pause.
parce que ça fait partie du temps de travail. Favoriser l'autoroute pour les longs trajets et puis tenir compte des conditions météorologiques. On sait que quand il neige ou quand il verglace ou quand il y a un déluge à l'extérieur, normalement, on adapte sa vitesse, mais aussi intégrer… pardon. Donc, mais aussi tenir compte des conditions de circulation. Par exemple, on sait tous qu'en passant par Paris, vous allez avoir plus de difficultés ou tomber dans les bouchons, forcément, c'est plus compliqué. Donc ça doit être vraiment pris en compte dans la planification des trajets selon l'heure de départ ou d'arrivée de vos salariés. Ensuite, il va également falloir veiller à bien intégrer, et ça on le répète encore une fois, les temps de conduite dans le temps de travail en établissant vraiment les plannings. Il y a certaines entreprises, ils arrêtent leurs salariés à une certaine heure pour que ça leur laisse le temps vraiment aussi de rentrer et de ne pas être sur la route pendant des heures. Ensuite, il va falloir évaluer les temps de parcours. Si un employé doit parcourir une très longue distance après une journée de travail, il est recommandé de lui demander de dormir à l'hôtel. Et puis, il y a quelque chose qui peut être pas mal aussi, c'est de sensibiliser les salariés aux risques routiers et communiquer sur les règles de conduite. Donc, on l'a dit, pas téléphoner, pas manger au volant, pas envoyer de SMS ou regarder son téléphone rapidement, même 5 minutes en roulant, respecter le code de la route, les limitations de vitesse qui ne sont pas toujours respectées. Et on va vous en parler tout à l'heure, mais il y a des formations qui sont possibles dans ce domaine pour vous et pour vos salariés. Et donc, pour les salariés qui, par exemple, sont très, très exposés aux risques routiers, ou c'est leur métier d'être sur la route, vous pouvez également les inscrire à un stage de conduite en situation dangereuse. Conduite sur glace, conduite sur neige, etc. Et puis, et quand c'est possible, quand ça ne fait pas partie de leur métier, il va falloir réduire autant que possible la fréquence des déplacements. On le voit aujourd'hui avec la pandémie qui est présente. La visioconférence, c'est quelque chose qui se développe, etc. Et donc, l'évaluation du risque routier, il faut savoir que c'est une obligation légale. Il faut vraiment, et on l'a déjà dit, intégrer le risque routier à votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Merci Aurore pour ce focus employé et employeur. Je propose que, comme je vous l'ai dit en préambule, on accueille et on est très heureux d'accueillir M. Riche de l'association Prévention Routière qui nous fasse part un petit peu de son expérience, de ce qu'il voit au quotidien et de ce qu'il est capable d'apporter aux sociétés. Monsieur Riche, c'est à vous. Oui, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier de pouvoir intervenir dans votre intervention afin de bien de rendre compte de ce que la prévention routière met en place et notamment à la suite de toutes les formations auxquelles on répond au profit donc d'AST 67. Alors tant pour les collaborateurs que pour les salariés. Donc, en préambule, je voudrais aussi présenter l'association. L'association Prévention Routière est une association d'utilité publique créée juste après la dernière guerre, au moment de l'essor de l'automobile, notamment par le monde des assureurs, de l'assurance, qui, évidemment, quand il y avait le développement de l'usage de l'automobile, automatiquement, il y avait de plus en plus de sinistres et le monde des assureurs s'est bien rendu compte rapidement qu'il serait utile et il était bien utile de faire de la prévention. Et c'est comme ça que l'association est née et qu'elle a commencé à faire de la prévention dans le milieu scolaire, puisque Prévention Routière était la première association à contribuer à l'éducation routière. On éduque les enfants en différents domaines et pour le risque routier, c'était un peu les spécialistes de l'association qui sensibilisent dans les écoles. Donc c'est toujours le cas aujourd'hui, les écoles primaires, surtout CM1, CM2. Alors pour protéger les enfants par rapport au risque piéton, au risque de l'usage du vélo. Plus tard, on les retrouve au collège où là, on insiste encore un peu sur l'usage du vélo et surtout aussi sur l'usage du 2 roues motorisé, puisqu'à partir de 14 ans, on peut utiliser un engin motorisé, emmener le copain, la copine à l'arrière, rouler maximum 45 km/h, certes,
si le cyclomoteur n'est pas débridé et confronté à la circulation. Ensuite, on poursuit dans les établissements d'enseignement, alors soit les CFA, les enseignements professionnels, ou aussi les lycées d'enseignement généraux, où là, on sensibilise plutôt sur la partie alcool, usage de l'alcool, absorption d'alcool et usage de stupéfiants. Voilà. Ensuite, il nous reste encore, au bout du bout, je vais y aller directement, les seniors, parce que les seniors aussi, il s'agit de les remettre un peu au fait des dernières réglementations, de les encourager à conduire le plus longtemps possible, tant qu'ils sont en bonne santé et le plus fréquemment possible. Parce que si on considère qu'un senior ne va conduire que le dimanche, ça devient effectivement un peu compliqué. Alors, entre la dernière étape qui était, entre le lycée et le senior, on a on est dans le monde du travail, effectivement. La possibilité pour nous d'intervenir, de sensibiliser au sein des entreprises permet justement de revoir des salariés qui conduisent depuis des dizaines d'années et à qui on fait profiter également des informations, des rappels sur les fondamentaux, notamment en matière de circulation. Puisque, comme vous le savez, une fois qu'on a son permis de conduire, généralement à l'âge de 18 ans, on détient le précieux sésame jusqu'à la fin de mai. Il n'y a pas de date limite pour l'instant, sauf le moment du décès, évidemment. Mais, et puis c'est quelque chose qu'on ne trouve plus dans aucun autre domaine, puisque dans le domaine des conducteurs routiers professionnels, chauffeurs de bus, chauffeurs de camion, on revoit les conducteurs. D'abord, il y a des visites médicales obligatoires et ils sont obligés d'assister à des sessions de remise à jour, comme vous le savez vraisemblablement. Donc, nous, ce qui nous concerne le plus, ce sont les salariés qui sont titulaires d'un permis type B et à qui on va, au cours de nos séances de sensibilisation, rappeler les fondamentaux en matière de circulation routière. Alors, je vais vous donner l'exemple d'un programme d'intervention sous forme de conférence notamment pour AST 67, où dans un premier temps, on rappelle le contexte dans lequel on circule aujourd'hui sur la route. Donc, on utilise pour circuler un espace qui est réservé pour cela. Et qui c'est qui l'emprunte, cet espace? Ce sont de nombreux types d'usagers de la route différents. Le piéton, le cycliste, le cyclomotoriste, le motard, l'automobiliste, le tracteur agricole, l'engin de chantier, le poids lourd, chauffeur de bus, etc., etc. Et même quelquefois, il y a un tram qui traverse la route. Et quelquefois, même un train. Donc, vous voyez qu'on retrouve dans l'espace qui nous est alloué pour nous déplacer, qui est la route, si on peut faire une analogie avec l'analogie un peu hydraulique, on peut considérer que c'est un tuyau. Et dans ce tuyau, on met différents types d'usagers de la route différents. Dans l'industrie, on n'est pas capable de mettre dans le même tuyau plusieurs produits différents. On fait passer de l'eau, on fait passer du gaz, etc. On fait passer un produit à la fois. Et généralement, évidemment, on ne peut pas faire autrement dans un sens. Lorsque l'on circule, on est dans un tuyau, différents usagers de la route différents. Et en plus, on va faire se croiser ces produits différents. Pour ce que l'on fait tous les jours, c'est relativement remarquable. Et ça démontre bien, et ça prouve aussi par les statistiques que la confrontation de ces véhicules dans le même espace sont générateurs d'accidents. Voilà. Donc, voilà pour ce qu'il en est du contexte. Ensuite, on poursuit par justement le rappel des fondamentaux, le temps de réaction, les distances d'arrêt, les distances de freinage, l'interdistance entre les véhicules, le franchissement d'un carrefour giratoire. Alors, on n'évoque pas là les us et coutumes, mais on évoque
la partie réglementation qui est prévue au code de la route pour qu'on soit en mesure de bien franchir le giratoire et de connaître ses responsabilités en cas d'accident généralement matériel dans un giratoire. Il conviendra d'établir un constat amiable et il s'agira justement aussi de mettre la croix au bon endroit en fonction des responsabilités des uns et des autres et en rapport avec la réglementation. On poursuit avec l'utilisation, la mise en œuvre d'un simulateur d'alcoolémie. Donc ça, c'est un outil qui est sur PC, qui est projeté sur écran éventuellement. Et là, on peut faire passer des personnes, hommes ou femmes. D'ailleurs, c'est très intéressant de comparer entre hommes et femmes parce que les résultats sont différents. Les femmes, je vous le dis tout de suite, sont pénalisées par rapport à la prise de boisson et au taux qu'on va retrouver dans le sang. Ce simulateur d'alcoolémie, oui, on y fait rentrer la taille, le poids, l'âge, le sexe justement, et quelqu'un peut décrire le dernier repas de famille auquel il a participé, avec l'apéritif, le nom 1 ou 2 apéritifs, 3-4 verres de vin, peut-être encore l'alcool blanc après, etc. Et on est en mesure de déterminer presque au milligramme près le taux que la personne avait lorsqu'elle a repris la route après ses prises de boisson. Voilà. Donc c'est très intéressant, c'est pour que chacun se connaisse par rapport à la prise de boisson. On poursuit par un rappel sur les distracteurs. Alors les distracteurs sont généralement les plus connus, aujourd'hui c'est le téléphone, c'est éventuellement le GPS, éventuellement une discussion animée au sein du véhicule, mais c'est aussi l'occasion de rappeler que le distracteur le plus important, ce sont nos pensées. À qui ce n'est pas arrivé que d'être dans ses pensées, de penser au travail ou de penser aux vacances, tout en circulant, et d'avoir loupé une sortie de route, d'une bifurcation quelconque, ou de se rendre compte au bout d'un moment, de ah tiens, je suis déjà là, j'ai pas vu, je sais même pas par où je suis passé, mais je suis déjà là. Voilà, donc voilà, c'est un peu une description et surtout les conséquences de tout des distracteurs. Et on termine toujours par le domaine de la déchéance d'assurance. Alors ça, c'est un domaine important, puisque dans certains cas, même quand on est régulièrement assuré, l'assurance peut ne pas rembourser les dommages causés. Et en cas d'accident corporel ou mortel, les conséquences financières sont importantes. Alors rapidement, les cas de déchéance d'assurance, j'ai conduit avec un taux d'alcool supérieur à celui autorisé. J'ai conduit après usage de stupéfiants. Je circule sans permis de conduire, alors j'en ai jamais été titulaire. J'ai perdu l'usage du permis de conduire suite à une infraction, on me l'a retiré, ou alors pas tout simplement parce que j'ai plus de points. Donc l'assurance ne couvre jamais quelqu'un qui n'a conduit sans permis de conduire. Et également, lorsque l'on a modifié les caractéristiques techniques d'un véhicule, notamment tout à l'heure, je donnais l'exemple de la conduite du 2 roues motorisé du scooter. Généralement, nos jeunes ne veulent pas se contenter de la vitesse maximum autorisée qui est de 45 km/h, surtout quand on emmène un passager. Donc on débride le véhicule, on a plus de puissance, on peut rouler plus vite, sauf qu'en cas d'accident, l'assureur pourra très bien dire que le scooter ne correspond plus du tout par rapport à la puissance qu'il a maintenant, qu'il avait au moment de l'accident, ne correspond plus au contrat qui avait été signé à l'origine. Donc voilà, on fait dans cette conférence-là, on fait tous ces rappels-là et on répond aux questions évidemment. Alors une deuxième forme d'intervention, c'est par la mise en place d'ateliers divers, comme vous pouvez les voir là sur l'illustration. Alors un parcours alcool avec des lunettes floutées, je crois que tout le monde connaît un peu le principe. Également donc lunettes floutées par rapport qui décrit la vue et la physiologie par
rapport à la prise d'alcool, ou également des lunettes spécifiques après usage qui retranscrivent l'usage du stupéfiant. Voilà. Donc, également, vous voyez des ateliers avec le 2 roues motorisé. Donc, c'est un simulateur de 2 roues qui va de la gamme scooter jusqu'à la gamme moto, avec des circuits en ville, à la campagne, en montagne, etc., avec du trafic, moins de trafic. Donc, ça représente avec des interactions qui ont été rassemblées notamment par les assureurs sur les accidents qui arrivent le plus fréquemment aux conducteurs d'engins motorisés. Voilà. Voilà, donc ces ateliers peuvent être mis en place, la voiture tonneau évidemment aussi, et ces ateliers peuvent être mis en place au sein des entreprises pour des demi-journées, voire des journées, et notamment lors des journées sécurité routière ou quelquefois des journées formation, cohésion qui sont organisées dans les entreprises. Merci beaucoup, Monsieur Rich, pour cette illustration d'atelier et d'intervention que vous êtes à même, de par votre activité, à proposer à nos employeurs. Merci beaucoup. En guise de conclusion et avant de passer aux questions, on propose de voir avec vous la charte des 7 engagements. Et avant de laisser la main à Monsieur Fonti, n'oubliez pas, le sondage est en ligne. N'hésitez pas à y répondre. On va vous alimenter au fil de l'eau des différentes questions. À tout de suite pour les questions après. Monsieur Fonti, c'est à vous. Alors oui, donc la charte des 7 engagements, donc à la base, il s'agit d'une initiative prise le 11 octobre 2016 par 21 chefs d'entreprise qui se sont publiquement engagés sur le thème de la sécurité routière en signant une charte qui contient 7 engagements forts pour la sécurité des déplacements professionnels de leurs collaborateurs. Donc ces engagements, c'est la limitation des conversations téléphoniques aux urgences, la sobriété au volant, le port de la ceinture de sécurité, le respect des vitesses limites, l'intégration des temps de pause dans le temps de trajet. On a aussi la sensibilisation et la formation à la sécurité routière et à l'éco-conduite. Et le dernier, c'est l'encouragement aux conducteurs de 2 roues à mieux s'équiper. Donc actuellement, il y a plus de 1500 employeurs qui se sont engagés sur cette charte, ce qui correspond à 3,3 millions de salariés concernés. Donc sur cette diapo, vous trouverez tout en bas le lien vers cette charte pour vous permettre de la découvrir plus en détail et pourquoi pas la rejoindre. Voilà. Merci, Monsieur Fonti, pour cette charte pour conclure. Je propose de reprendre quelques questions et puis nos experts vont être là pour vous aider, vous répondre. Par exemple, un adhérent pose la question, je ne sais pas, docteur, peut-être vous pourriez répondre. Le kit Bluetooth, est-ce un ami ou un faux ami? Qu'en pensez-vous? Je n'ai pas vu passer cette question, je suis désolée, j'ai dû la zapper. C'est pas un problème. On peut prendre en live comme ça. Donc, le kit Bluetooth, ami ou faux ami? Alors, il me semble que c'est autorisé. Attendez, il faut que j'essaye de retrouver l'information. Je peux intervenir si vous le souhaitez. Oui, si vous avez la réponse. Allez-y, monsieur Rich. Oui, alors c'est un faux ami parce qu'effectivement, la réglementation prévoit qu'il est interdit de conduire avec un téléphone tenu à la main. Ce qui veut dire que si on utilise un kit Bluetooth, on n'est pas en infraction. Effectivement, on ne sera pas en infraction, on ne pourra pas être verbalisé, mais par contre, l'effet de téléphoner est le même que si on téléphone avec un téléphone à la main. Ça reste distractif au même titre qu'une conversation avec un passager de la voiture, hein, d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Cette même adhérent s'interroge sur la sensibiliser, c'est bien, mais si le salarié, si je reprends les termes, n'en fait qu'à sa tête, a-t-on le droit de le sanctionner en préventif d'un accident ou d'un PV, par de la géolocalisation par exemple, ou par un comportement routier connu comme dangereux? Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la main sur cette question?
Moi, je dirais qu'il y a quand même une obligation de résultat hein, sur le risque routier. Donc, s'il y a des sanctions disciplinaires qui doivent être appliquées, elles peuvent être appliquées. C'est des choses qui peuvent être discutées aussi avec les délégués du personnel et inscrites dans le règlement intérieur, hein, si c'est une société qui a trait au transport. Hein. Ça marche. Oui, De nombreuses... Oui, allez-y, monsieur Rich. Allez-y, le chef d'entreprise qui est concerné par un employé qui est réputé mal conduire, en fait, peut lui demander de participer à une formation, l'envoyer à une formation, où l'employeur peut organiser aussi des audits. À ce moment-là, un expert en conduite automobile conduirait en même temps que cette personne-là et pourrait la corriger sur les comportements qui seraient plus conformes à une conduite apaisée aujourd'hui. Il y a de nombreux adhérents qui s'interrogent, et là ce n'est pas une question, je vais rebondir juste après, sur l'accessibilité au support. Alors bien entendu, le support qu'on vous a présenté sera accessible sur l'association Grand Est Santé Travail d'ici demain ou plus tard. Hein, ne vous inquiétez pas. Si je prends une question suivante, un adhérent nous demande le temps de trajet domicile-travail. Entre-t-il dans le temps de travail d'un salarié? Est-ce que quelqu'un veut prendre la main sur cette question? On l'a à plusieurs reprises. Oui, non, bien sûr que non. Hein. C'est un déplacement privé qui n'a rien à voir avec les horaires de travail. On est bien d'accord. C'est tout à fait ça. Ok, je balaye, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal de questions qui se doublent. Il y a un adhérent qui est adhérent à ST67 qui demande où pouvons-nous avoir des informations pour une éventuelle intervention. Donc, en fait, pour toute sollicitation d'un centre de service de santé au travail, vous prenez directement contact avec le service pour lequel vous êtes rattaché et on pourra intervenir de par nos experts locaux, en fait. Hein. Si je peux intervenir, vu que je fais partie de la ST67, on a un site internet qui est très bien fait où vous pouvez demander des prestations en ligne ou alors vous pouvez directement prendre contact avec votre équipe, avec votre médecin du travail qui peut également vous faire une fiche pour cette prestation et vous informer des tarifs, etc. Alors, nouvelle question. Si le salarié a souvent des contraventions dues à ses excès de vitesse, pouvons-nous faire quelque chose en tant qu'employeur? C'est la question du jour. Parce qu'on l'a plusieurs fois. Est-ce que quelqu'un veut prendre la main? Oui, ça relève de la responsabilité de l'employeur qui est à même de prendre des mesures disciplinaires. De toute façon, aujourd'hui, les contraventions, alors ça dépend s'il utilise un véhicule de l'entreprise ou pas. S'il utilise un véhicule de l'entreprise, les contraventions ou les infractions relevées arriveront chez l'employeur. Et au bout d'un moment, l'employeur pourra prendre des mesures, effectivement, pour que cette personne ne réitère pas et qu'elle améliore son comportement. Merci, monsieur Rich. Il y a un adhérent qui nous demande, nous avons mis le kit main libre comme mise en place de risque routier dans le DUR. Faut-il enlever cette donnée? Alors, je peux toujours répondre si vous voulez. Bah, monsieur Rich, allez-y, je vous en prie. Ouais. En fait, le kit main libre, c'est le kit piéton. Hein, c'est une oreillette à l'oreille, un câble qui est relié au téléphone. Si je comprends bien, si c'est ce dont parle la personne qui pose la question. Ben, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de porter une oreillette quand on conduit. Donc, c'est l'usage de l'oreillette ou du téléphone tenu à la main qui est interdit. Le seul qui peut pas être verbalisé, j'en reviens toujours, c'est l'usage du téléphone par Bluetooth, puisqu'on n'a pas d'oreillette dans les oreilles. Et donc, ça, c'est pas aujourd'hui, personne peut relever cette infraction-là parce que l'élément légal n'existe pas. Ça marche.
On arrive à peu près à 1 heure de prestation. Je vous propose de prendre 2 dernières questions qui sont assez récurrentes. Donc, un de nos salariés est connu par son addiction à l'alcool. Le directeur a acheté un alcotest. Que dit les réglementations par rapport à cela? Alors, un alcotest peut être imposé à un salarié, mais sous la condition que ça soit inscrit au règlement intérieur. Oui, de l'entreprise, tout à fait. Et pour conclure, je prends la dernière question. Hop. Il y a quelqu'un qui nous alerte et c'est assez marrant. Attention, on parle de risque routier. Attention aussi au vélo. C'est vrai. C'est une bonne remarque. Bon, dernière question et puis on clôturera. Bonjour, comment sensibiliser efficacement les conducteurs étant éparpillés sur tous les territoires français? Si quelqu'un veut prendre la main sur cette question. La prévention routière a des comités, évidemment, dans chaque département, sur tout le territoire. Et la prévention routière est en mesure de sensibiliser les personnes. Alors, c'est sûr que si c'est un conducteur isolé d'une entreprise qui est isolée en Aquitaine ou ailleurs, il y a toujours vraisemblablement une réunion annuelle, si ce sont des commerciaux notamment, où l'entreprise fait venir au siège 1 fois par an tous ses commerciaux, et c'est là le moment idéal pour sensibiliser les personnels qui utilisent un véhicule pour circuler dans le cadre professionnel. On le fait régulièrement, ça arrive souvent. On profite de cette occasion-là pour sensibiliser et apporter des nouvelles connaissances aux conducteurs et de rappeler les fondamentaux. Tout à fait. Pour conclure, donc, je propose que nous passions aux listes des contacts. Voilà. Surtout, n'hésitez pas, hein. On a balayé un grand, large panel de questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à contacter directement pour toute demande d'information votre service de santé au travail. On est là pour vous et ça fait partie de votre cotisation. Je tiens à vous remercier de vous être connectés pour ce webinaire Risque routier, comprendre, évaluer pour mieux agir. Merci beaucoup de votre attention. Le replay va arriver d'ici demain ou plus tard sur le site de l'association Grand Est Santé Travail et sur les réseaux sociaux. Et enfin, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire régional au mois de juin, le 17 juin à 10 h, dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail. Travailler ensemble. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci à nos experts. Merci. Merci. Au revoir. Merci Madame Barré. Au revoir.